dans les rues chaotiques de Lagos, où le succès se portait comme un insigne d'honneur, il arborait fièrement son succès. C'était un homme d'affaires respecté dans le commerce d'import-export, et son compte en banque était suffisamment garni pour financer son style de vie extravagant. Mais sous cette apparence polie, Mark était un homme poussé par des désirs insatiables. Son amour pour les femmes ne connaissait aucune limite. Sa femme, Sophie, était la perle de son cœur, mais son corps n'était jamais satisfait d'une seule femme. Mark vivait pour le frisson de la chasse, l'excitation de chaque nouvelle conquête et l'adrénaline secrète d'une double vie. Sophie connaissait les yeux baladeurs de Mark bien avant leur mariage. Mais comme beaucoup de femmes amoureuses, elle croyait pouvoir le changer. À l'époque, elle était convaincue qu'avec sa beauté et leur connexion profonde, les manières volages de Mark se calmeraient. Après tout, elle n'était pas n'importe quelle femme. Sophie était d'une beauté rare, sa peau caramel lisse, ses grands yeux marrons et sa démarche gracieuse avaient capté l'attention de Mark bien avant qu'il ne remarque une autre femme. Elle était également intelligente, avec une carrière prometteuse dans le secteur bancaire. Pour Sophie, leur amour semblait destiné, comme s'il avait été écrit dans les étoiles. Mais le mariage a le don de révéler la vérité. Ce qui avait semblé être un simple flirt dans les premiers jours de leur relation a rapidement pris une tournure plus sombre. Il n'a pas fallu longtemps à Sophie pour commencer à remarquer les appels téléphoniques tardifs, les voyages d'affaires soudainement prolongés de plusieurs jours et les traces de rouge à lèvres sur les chemises de Mark qui n'étaient pas les siennes. Au début, Sophie pensait pouvoir gérer la situation. Elle a essayé de confronter Mark, insinuant subtilement son malaise face à ses habitudes, espérant qu'il se sentirait coupable et changerait. Mais Mark était un maître dans l'art de détourner le sujet. Il riait, la serrait dans ses bras et l'embrassait sur le front. « Mon amour, tu t'inquiètes trop » disait-il, son ton décontracté comme si ses soupçons étaient le résultat d'une imagination trop active. « Il n'y a que toi, et tu le sais. » Et pendant un moment, elle le croyait, jusqu'à ce que les preuves deviennent indéniables, les messages textes qu'elle découvrait, les longues nuits passées dehors sans explication raisonnable, et les murmures d'amis et de connaissances sur ses escapades avec d'autres femmes. Sophie n'était pas naïve, mais c'était une femme de foi. Elle croyait que Dieu interviendrait et changerait le cœur de Mark. Alors elle a fait ce que beaucoup de femmes dévotes dans leur situation feraient, elle a prié. Elle priait chaque nuit, suppliant son mari de s'arrêter. Elle jeûnait pendant des jours, allait aux séances de conseil de l'église, et même abordait le problème avec leur pasteur. Pourtant, chaque fois qu'elle confrontait Mark sur son infidélité, il promettait de faire mieux, seulement pour retomber dans le même schéma. Les promesses de Mark étaient comme les pluies de la saison sèche. Brèves et sans conséquences. Pour chaque nuit où il rentrait à la maison avec des fleurs et des excuses, il y avait des semaines de nuit où il ne rentrait pas du tout. Son addiction aux autres femmes n'était pas juste une habitude, c'était un mode de vie qu'il n'avait aucune intention d'abandonner. La famille et les amis de Sophie l'ont exhorté à le quitter. Un homme comme ça ne changera jamais, avait dit sa meilleure amie Lucie une nuit après une énième confession en larmes de Sophie sur les infidélités de Mark. Tu es trop bien pour lui, Sophie. Tu mérites mieux. Mais Sophie n'était pas prête à partir. Elle aimait Mark avec une profondeur qui rendait le départ impossible. Elle aimait les souvenirs qu'ils avaient construits, la maison qu'ils avaient créée ensemble, et les rêves qu'ils avaient autrefois partagés. Elle aimait la version de Mark qui existait dans les moments de calme, l'homme qui la tenait quand elle était triste, l'homme qui savait exactement comment elle aimait son thé, l'homme qui la faisait rire jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. C'était l'homme qu'elle avait épousé, et elle n'était pas prête à l'abandonner. Mais avec le temps, les écarts de conduite de Mark sont devenus plus audacieux. Ce n'était plus juste des aventures occasionnelles, il voyait plusieurs femmes, parfois même publiquement. Sophie s'est retrouvée face à la dure réalité que la convoitise de Mark était un puissant fond que rien ne pouvait remplir. Il semblait que peu importe combien elle priait, jeûnait ou espérait, les yeux de son mari erraient toujours. Un soir, après une autre dispute sur sa dernière affaire, Mark a quitté la maison, laissant Sophie en larmes. Elle s'est assise dans leur salon, le silence de la maison assourdissant. Elle avait tout essayé, elle l'avait supplié, elle l'avait pardonné, elle avait cherché de l'aide spirituelle, mais rien ne fonctionnait.
Pour la première fois dans son mariage, Sophie a senti quelque chose se briser profondément en elle. La douleur et la frustration qu'elle avait contenues pendant des années ont commencé à déborder, et cela est venu avec une pensée sombre. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une autre façon, quelque chose au-delà des prières et du pardon, quelque chose qui pourrait forcer Marc à s'arrêter. Sophie ne savait pas d'où venait cette pensée, mais elle s'est installée dans son esprit comme une graine. Elle se souvenait des histoires que Lucie lui avait racontées, des histoires de femmes qui avaient utilisé des mesures drastiques pour contrôler leurs maris infidèles. C'était un sujet tabou, chuchoté à voix basse, mais tout le monde savait que certaines femmes avaient eu recours à des charmes et à la sorcellerie pour préserver leur mariage. Au début, Sophie avait rejeté l'idée. C'était une femme chrétienne, dévouée dans sa foi. Comment pourrait-elle même envisager une telle chose ? Mais plus elle y pensait, plus l'idée prenait racine. Peut-être que c'était la seule façon de sauver son mariage. Peut-être que c'était la seule façon de se sauver elle-même. La voiture de Marc a roulé dans l'allée de leur maison à Lecky. Il est sorti, ajustant sa chemise, son téléphone toujours collé à l'oreille. Un autre rendez-vous d'affaires l'avait retenu tard, ou du moins, c'était ce qu'il dirait à Sophie. Sa vraie réunion, cependant, avait été avec une femme nommée Amina, l'une des nombreuses qui avaient attiré son regard récemment. Marc ne s'attendait pas à une confrontation en entrant dans la maison. Après tout, Sophie avait appris depuis longtemps à garder ses pensées pour elle-même en ce qui concerne son comportement. Mais ce soir était différent. Sophie était assise dans le salon, les bras croisés fermement sur sa poitrine, les yeux gonflés après des heures de pleurs. Elle avait attendu ce moment, attendant qu'il franchisse la porte pour qu'elle puisse le confronter. Ce soir, cependant, ce n'était pas seulement à propos des accusations habituelles ou des supplications. Ce soir, Sophie avait atteint son point de rupture. Lorsque Marc est entré, il n'a pas remarqué sa présence au début. Il a déposé ses clés de voiture sur la table d'appoint, a desserré sa cravate et s'est dirigé vers la cuisine pour prendre un verre. C'est alors que Sophie a parlé. « Où étais-tu » Marc s'est arrêté net, déjà irrité. « Sophie, je suis fatiguée. Je n'ai pas l'énergie pour ça ce soir. » Il est entré dans la cuisine, l'ignorant alors qu'il atteignait un verre. « Réponds à la question, Marc. » La voix de Sophie était plus forte, plus insistante. Elle s'est levée, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « Où étais-tu » Marc a pris une gorgée d'eau lentement avant de se tourner pour la regarder. « Je t'ai dit que j'avais un rendez-vous d'affaires. » Sophie a éclaté de rire amèrement, secouant la tête. « Un rendez-vous d'affaires qui sent le parfum bon marché et le rouge à lèvres sur ton col ? Un rendez-vous d'affaires qui te fait rentrer en cachette à la maison à minuit ?» Marc a posé son verre. « Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi. Je subviens aux besoins de cette famille, n'est-ce pas ? Je suis là dehors, travaillant dur, m'assurant que tu vis confortablement dans cette maison. Alors, qu'est-ce que ça peut faire si je passe du temps avec d'autres femmes ? Ce n'est pas comme si je ne rentrais pas chez toi. » Sophie a tressailli à ces mots. Voilà, son mépris complet pour ses sentiments, son aveu flagrant de son infidélité. Elle avait supporté cela trop de fois, écoutant ses excuses, ses tentatives pour justifier ses tromperies. Mais cette fois, quelque chose a claqué en elle. « Et moi, Marc » a-t-elle dit, sa voix tremblante d'émotion. « Et nos vœux, les promesses que tu as faites d'être fidèle, de m'aimer et de me respecter ? Est-ce que cela ne signifie rien pour toi ?» Marc a levé les yeux au ciel. « Oh, voilà encore, la même vieille histoire. Sophie, je t'ai dit dès le début que je n'étais pas le genre d'homme qui pouvait être attaché. Tu savais à quoi t'attendre en m'épousant. » L'audace de ces mots l'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait espéré, prié pour que Marc voie raison, qu'il change pour le bien de leur mariage, pour l'avenir. Mais alors qu'il se tenait là, arrogant et désinvolte, il est devenu clair que Marc ne changerait jamais. Il était trop plongé dans son propre monde de désirs égoïstes pour même considérer ce que ses actions faisaient pour elle. « Je ne mérite pas ça », Sophie a murmuré, plus pour elle-même que pour lui. « Je t'ai tout donné. Je t'ai soutenu. Je t'ai pardonné. J'ai prié pour toi.
Mais ce n'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Marc haussa les épaules. Si tu ne peux pas le supporter, alors peut-être que tu devrais partir. Je ne t'arrêterai pas. Le cœur de Sophie a coulé. Il l'avait dit si facilement, si froidement, comme si leurs années ensemble ne signifiaient rien, comme si elle était jetable. Elle le fixa, les larmes aux yeux. Mais cette fois, elle ne s'est pas effondrée devant lui. Cette fois, quelque chose en elle s'est durci. Elle s'est éloignée sans dire un mot, se retirant dans leur chambre, où elle a verrouillé la porte derrière elle. Les sanglots qui secouaient son corps étaient violents, mais ce n'étaient pas les sanglots de quelqu'un d'impuissant. C'étaient les sanglots d'une femme qui avait été poussée à bout. Le lendemain matin, Sophie a suivi le rythme de sa journée comme si rien ne s'était passé. Elle a préparé le petit déjeuner, servi le repas de Marc sans parler, et s'est préparée à aller travailler. Mais dans son esprit, un plan se formait déjà. Elle ne pouvait pas quitter Marc, du moins pas encore. Il restait encore une partie d'elle qui espérait sauver ce qui restait de leur mariage. Mais si elle ne pouvait pas le changer avec des mots, avec la prière, alors peut-être qu'elle devait prendre les choses en main. Les mots de Lucie résonnaient dans son esprit depuis leur conversation des mois auparavant. Tu sais, certaines femmes ne restent pas simplement assises à laisser leur mari faire ce qu'ils veulent. Elles agissent. Il y a des moyens de rendre un homme fidèle. Tu as juste besoin de trouver le bon type d'aide. Sophie avait ri à l'époque, rejetant l'idée comme un non-sens superstitieux. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait devant le miroir, se regardant dans le reflet, elle se demandait si peut-être, juste peut-être, il y avait du vrai dans ces mots. Plus tard dans la journée, elle a appelé Lucie. Lucie, te souviens-tu de cette conversation que nous avons eue l'autre fois sur le contrôle du mari de quelqu'un? Lucie a hésité à l'autre bout de la ligne. Sophie, es-tu sérieuse? Je plaisantais à ce sujet. Tu ne veux vraiment pas? Je suis sérieuse, Sophie l'a interrompue, sa voix ferme. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai tout essayé, mais Marc ne s'arrêtera pas. J'ai besoin d'aide. Lucie est restée silencieuse un long moment avant de finalement parler. D'accord, il y a quelqu'un que je connais, un baba. Il est puissant, mais Sophie, tu dois faire attention. Une fois que tu empruntes ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Sophie a fermé les yeux, son cœur battant dans sa poitrine. Je m'en fiche, Lucie. Je ferai tout ce qu'il faut. Ce soir-là, après que Marc ait quitté la maison une fois de plus, Sophie s'est préparée à visiter le baba dont Lucie avait parlé. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter une autre nuit d'attente, se demandant avec quelle femme était son mari. La trahison avait été trop profonde, et elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour récupérer son mariage, même si cela signifiait s'aventurer dans l'inconnu. L'air était épais alors que Sophie se dirigeait vers le sanctuaire de Baba, l'homme vaudou qui détenait la clé de son plan. La nuit était plus sombre que d'habitude. Sophie marchait rapidement dans les rues étroites, son cœur battant d'un mélange de peur et de détermination. Les rues étaient plus calmes qu'à l'accoutumée, alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans une partie de la ville qui lui était inconnue. Les sons de la vie urbaine s'estompaient en arrière-plan, remplacés par le bruissement occasionnel du vent et les aboiements lointains des chiens errants. Lucie lui avait donné les directions pour se rendre au sanctuaire de Baba à voix basse, la mettant en garde une fois de plus sur la gravité de la situation. Sophie, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Baba est très puissant. Il ne donne pas juste des charmes pour s'amuser. Il y aura des conséquences. Mais Sophie avait écarté les avertissements de son amie. Des conséquences? Qu'est-ce qui pourrait être pire que de vivre dans l'enfer qu'est devenu mon mariage? Elle s'était déjà perdue en essayant de plaire à un homme qui ne se souciait pas d'elle. Si c'était sa dernière chance de sauver son mariage, alors elle la saisirait, conséquence soit maudite. À son approche du petit complexe au bout d'une route poussiéreuse, un frisson lui parcourut l'échine. Le portail était haut, fait de fer rouillé, et grinçait alors qu'elle l'ouvrait. Au-delà des portes se dressait un bâtiment modeste, éclairé par une ampoule faiblement vacillante. L'air sentait la terre humide et l'encens. Sophie sentit ses jambes trembler sous elle, mais elle se força à continuer d'avancer.
Elle était allée trop loin pour faire demi-tour maintenant. Une petite silhouette émergea des ombres, une vieille femme au dos courbé et aux yeux perçants. Elle ne dit rien mais fit signe à Sophie de la suivre. La femme la conduisit à travers un passage étroit jusqu'à une pièce drapée de tissu rouge et noir délavé. Au centre de la pièce se trouvait une table basse entourée de divers objets, os, plumes, bougies et bouteilles étranges remplies de liquide sombre. Baba était assis à l'extrémité de la pièce, en tailleur et silencieux. Ses yeux, profonds et anciens, semblaient la voir à travers. C'était un homme âgé, son visage marqué par l'âge et sa peau ornée de symboles que Sophie ne comprenait pas. Il portait une simple robe blanche, mais il n'y avait rien de simple dans sa présence. L'air autour de lui semblait bourdonner de puissance, et Sophie comprit soudain pourquoi Lucie l'avait mise en garde d'être prudente. « Tu es venue chercher de l'aide, dit Baba, son regard ne quittant jamais son visage. » Sophie acquiesça lentement. « Oui, Baba. J'ai besoin de votre aide. » Le vieil homme la regarda longuement. « L'aide a un prix, fille de l'homme. Sais-tu ce que tu demandes ?» La voix de Sophie était basse. « Oui, répondit-elle. Dis-moi pourquoi tu es venue. » Sophie hésita, ne sachant pas comment expliquer la profondeur de sa douleur, les années de trahison, les innombrables nuits passées à pleurer seule. Mais elle n'eut pas besoin de le faire. Baba leva la main, la faisant taire avant qu'elle puisse parler. « Je vois que ton cœur est lourd. Une femme trahie par la luxure de son mari. Tu cherches à le lier, à le rendre fidèle. » Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Comment le savait-il? Elle n'avait même pas dit un mot. Baba se pencha en avant. Il y a un moyen, mais ce n'est pas sans risque. Une fois le charme réalisé, il ne peut être annulé. Tu dois suivre mes instructions exactement, sinon les conséquences seront graves. Sophie acquiesça, sa détermination se renforçant. Je ferai tout ce qu'il faut. Baba se leva lentement, marchant vers l'arrière de la pièce où des étagères étaient garnies d'objets étranges. Il tendit la main vers une petite boîte sculptée et la plaça devant elle. « Ceci, dit-il, est un charme qui agira sur les désirs de ton mari. Tu le placeras sous son oreiller pendant cette nuit. Pendant ce temps, tu ne pourras pas t'engager dans ses affaires, peu importe combien il essaie. Après la 7e nuit, tu dois jeter le charme dans la rivière. Ce n'est qu'alors que le sort sera complet. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Et alors, il arrêtera de me tromper. » Le visage de Baba resta impassible. « Il sera lié à toi. Mais souviens-toi, une fois le charme jeté, il ne peut être inversé. Si tu ne suis pas les instructions, la malédiction deviendra quelque chose de bien pire. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. « Pire. » Baba ne répondit pas. Il plaça simplement la boîte dans ses mains. « Fais ce que tu dois faire. Le choix t'appartient. » Sophie serra la boîte fermement, son esprit en ébullition. Elle était allée trop loin pour faire demi-tour. Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle avec le charme caché dans son sac. Marc dormait déjà, étendu sur le lit. Elle l'observa un moment, le cœur lourd d'un mélange d'amour et de ressentiment. C'était l'homme pour qui elle s'était battue si fort, l'homme pour qui elle avait tant sacrifié. Et pourtant, la voilà sur le point d'utiliser la magie noire pour le lier à elle. Avec des mains tremblantes, elle glissa le charme sous son oreiller, juste comme Baba l'avait instruit. Sophie suivit les instructions de Baba avec une résolution inébranlable. Chaque nuit, pendant 7 jours, elle plaça le charme sous l'oreiller de Marc alors que Marc ronflait à côté d'elle, inconscient. Sophie fixait le plafond, ses émotions un ouragan d'espoir et de peur. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, un changement dans le comportement de Marc, un adoucissement de son arrogance inflexible. Mais quelque chose semblait différent. Il restait aussi distant et détaché que toujours. À la 7e nuit, la foi de Sophie dans le rituel commença à vaciller. Les instructions étaient claires, après la dernière nuit, elle devait jeter le charme dans la rivière. Alors qu'elle se tenait sur les rives de la Seine, le charme dans ses mains tremblantes, elle priait en silence. Que cela fonctionne. Que cela soit ce qui nous sauve. Le charme coula dans les eaux sombres, ne laissant derrière lui que des ondulations.
Sophie s'éloigna, croyant avoir fait tout son possible pour sauver son mariage. À l'insu de Sophie, la vie de Marc était tissée d'une malédiction bien plus ancienne et plus sombre que n'importe quel charme. La vie de Marc avait été façonnée par la tragédie. Né dans une famille polygame, il était le dernier de 6 enfants. Les épouses de son père étaient en compétition constante, leur jalousie débordant souvent en haine. La mère de Marc, la plus jeune épouse, avait été la cible des attaques les plus venimeuses. Lorsque Marc avait seulement 5 ans, sa mère est morte de manière mystérieuse. Après la mort de sa mère, ses frères et sœurs ont commencé à mourir l'un après l'autre. À la mort de son 5e frère, ne laissant que Marc, la grand-mère maternelle de Marc est intervenue. Elle a emmené le garçon dans son village et a cherché des réponses auprès du spiritualiste le plus puissant qu'elle connaissait. Les révélations du spiritualiste étaient glaçantes. Les autres épouses avaient jeté des charmes pour éliminer Marc, s'assurant que seuls leurs enfants hériteraient de la fortune de la famille. La seule façon de le protéger était de créer un contresort, un sacrifice liant qui ferait rebondir tout mal dirigé contre Marc sur celui qui l'avait perpétré. Mais cela coûterait un prix très, très élevé. Quel est le prix ? Avait demandé la grand-mère de Marc. Une vie doit être prise pour rendre le sacrifice puissant et irréversible, répondit le spiritualiste. La grand-mère de Marc n'a pas hésité. Elle a offert sa vie en échange de sa sécurité. La nuit du rituel, elle tenait Marc serré, lui murmurant des mots qu'il n'oublierait jamais. « Tu es intouchable, mon fils. Personne ne pourra jamais te faire de mal. J'ai payé le prix pour t'assurer que tu restes en vie et prospère. Mais sois prudent, ceux qui essaieront de te nuire paieront le prix ultime. » Sa mort fut le premier de nombreux événements inexplicables dans la vie de Marc. Au fil des années, des connaissances, des rivaux d'affaires, et même des soi-disant amis qui avaient de mauvaises intentions et complotaient contre Marc ont rencontré des fins étranges et violentes. Marc connaissait la vérité mais la gardait profondément enfouie. Même Sophie, la femme qu'il prétendait aimer, ne connaissait pas le secret sombre qui enveloppait sa vie. 7 jours après le rituel, Sophie se réveilla mal en point. Au début, ce n'était qu'une légère fièvre, mais en soirée, d'étranges furoncles commencèrent à se former sur sa peau. Elle l'a ignoré, pensant que c'était juste une réaction allergique. Mais les symptômes s'aggravèrent rapidement. Son corps était parcouru de douleurs, sa peau enflammée par des furoncles qui suintaient et se propageaient. Sa voix devenait rauque, et une toux incessante secouait sa poitrine. Marc remarqua son état mais ne dit rien. Il reconnaissait immédiatement les signes. La malédiction fonctionnait. Sophie avait essayé d'utiliser un charme contre lui, et maintenant le sort se retournait contre elle, réclamant son prix. L'avertissement de sa grand-mère résonnait dans son esprit, tout mal envoyé dans ta direction reviendra à son expéditeur 10 fois plus fort. Marc la regarda avec un mélange de pitié et d'indifférence. Il avait vu cela se produire auparavant et savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. À mesure que l'état de Sophie se détériorait, elle cherchait de l'aide médicale, mais aucun médecin ne pouvait expliquer la maladie étrange. Il prescrivait des antibiotiques, des crèmes et des analgésiques, mais rien ne fonctionnait. Elle s'affaiblissait de jour en jour, son visage autrefois beau maintenant marqué par des plaies, et son corps frêle. Marc jouait le rôle du mari attentionné, restant à ses côtés et offrant des mots de réconfort, mais son cœur était intact. Il connaissait la vérité, et il savait que son sort était scellé. À mesure que la respiration de Sophie devenait plus superficielle, un sentiment de finalité l'envahissait. Elle avait tout essayé. La prière, le pardon, le sacrifice, et maintenant cela. Mais rien n'avait fonctionné. Ses dernières pensées étaient pour la vie dont elle avait rêvé, l'amour qu'elle avait tant lutté pour préserver, et la réalisation amère que tout avait été en vain. Lorsqu'elle a rendu son dernier souffle aux premières heures du matin, Marc était assis dans la chambre d'amis, fixant le mur d'un air absent. Il ressentit le moment où elle passa. Une étrange tranquillité s'installant sur la maison. Mais il ne bougea pas. Il ne pleura pas. Il restait là, son esprit un tourbillon tortueux de souvenirs et de regrets. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers sa famille et ses amis, mais personne ne ressentit la culpabilité plus que Lucie.
Elle avait été celle qui avait planté l'idée du charme dans l'esprit de Sophie. Elle l'avait présentée à Baba, pensant que c'était juste une autre tentative désespérée de sauver un mariage brisé. Maintenant, sa meilleure amie était partie, et Lucie ne pouvait pas secouer le sentiment que ses conseils avaient scellé le sort de Sophie. Lucie pleurait profondément. Elle repensait à toutes les fois où elle avait exhorté Sophie à quitter Marc, à trouver le bonheur ailleurs. Elle avait toujours cru que Sophie méritait mieux. Mais au lieu d'aider son amie à s'échapper, elle l'avait poussée plus profondément dans l'abîme. Le cimetière était calme, l'air humide épais avec l'odeur de la terre mouillée et de la pluie imminente. Une petite foule s'était rassemblée autour de la tombe de Sophie, famille, amis et connaissances, tous vêtus de noir, leurs visages remplis de chagrin. La voix du pasteur se prolongeait, offrant des prières et des mots de réconfort, mais Lucie pouvait à peine l'entendre. Son monde s'était rétréci à la vue du cercueil descendu dans la terre, la finalité de celui-ci lui donnant la nausée. Le cœur de Lucie était lourd de regrets. Chaque sanglot, chaque tremblement dans ses épaules était chargé de culpabilité. « J'aurais dû l'arrêter » murmura Lucie pour elle-même, sa voix perdue dans la brise. « J'aurais dû faire quelque chose. » Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une portière de voiture claqua, le bruit tranchant le silence comme une lame. Les têtes se tournèrent à l'unisson vers la Range Rover noire élégante qui s'arrêtait au bord du cimetière. Marc en sortit le premier, grand et imposant comme toujours, son costume noir sur mesure adhérant parfaitement à sa silhouette, ses chaussures polies brillant dans la lumière tamisée. Il ajusta ses boutons de manchette nonchalamment, son expression calme et illisible. Pendant un moment, il y eut un silence, puis des exclamations remplirent la foule lorsque la portière passager s'ouvrit. Une femme en sortit, éblouissante et jeune. Elle avait le genre de beauté qui captait l'attention, une peau ébène impeccable, des pommettes hautes, et des lèvres pleines peintes d'une teinte rouge audacieuse. Sa robe noire moulante révélait une silhouette en sablier qui laissait peu de place à l'imagination. Elle marchait avec assurance, sa main glissant facilement dans celle de Marc comme si elle y appartenait. Les chuchotements ont commencé immédiatement. « C'est une blague ? À l'enterrement de Sophie ? Qui est-elle » Marc ne semblait pas remarquer, ou peut-être simplement ne se souciait-il pas. Il marchait vers le site de la tombe avec une indifférence évidente, sa prise sur la main de la jeune femme, son visage ne trahissant rien, pas de chagrin, pas de remords, pas de culpabilité. Si quoi que ce soit, il semblait plus agacé qu'autre chose, comme si toute la cérémonie était une corvée gênante qu'il devait endurer. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'incrédulité alors que Marc et la femme s'approchaient. Elle sentit ses genoux faiblir alors qu'elle serrait le bord de sa chaise pour se stabiliser. « Ça ne peut pas se passer » murmura-t-elle, mais c'était le cas. Marc s'arrêta juste devant la tombe, ses yeux balayant la foule comme s'il défiait quiconque de prendre la parole. La jeune femme s'accrochait à son bras, son expression un mélange de curiosité et d'ennui. « Comment ose-t-il » quelqu'un a finalement murmuré sous le souffle. Les murmures se sont intensifiés, la foule choquée et outrée. « Cet homme est-il sans cœur » une autre voix siffla. « Sa femme n'est même pas froide dans la terre, et il parade avec une autre femme. » Mais Marc n'était pas dérangé, sa posture détendue, son regard lointain. Lucie sentit son sang bouillir. Elle voulait crier sur lui, le saisir par le col et exiger une explication. Mais quand elle a croisé le regard de Marc, elle s'est figée. Il n'y avait rien dans ses yeux et pas de chagrin, pas de honte, juste un vide froid et insensible. Alors que le pasteur concluait les dernières prières, Marc fit un pas en avant, entraînant la jeune femme avec lui. Il jeta une poignée de terre sur le cercueil, un geste superficiel, avant de se retourner sur ses talons et de s'éloigner. La femme le suivit, ses talons cliquetant contre le gravier alors que la foule regardait en silence stupéfait. Lucie ne put plus se retenir. Elle se fraya un chemin à travers les endeuillés et le rattrapa juste au moment où il atteignait sa voiture. « Marc » cria-t-elle, sa voix tremblante de colère. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. « Marc, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Te soucies-tu même ? Sophie est morte, ta femme est morte, et c'est comme ça que tu te présentes à son enterrement. » Il se tourna lentement, son expression aussi calme que jamais. «
Que veux-tu que je dise, Lucie, dit-il, sa voix douce et mesurée. Que je suis en deuil? Que je suis brisée à l'intérieur? Tu te mentirais à toi-même si tu pensais ça. La bouche de Lucie s'ouvrit. Comment pouvait-il être si cruel? Elle avait tout donné pour lui. Elle l'aimait, priait pour lui pardonnait encore et encore, et c'est ainsi qu'il la remboursait. Marc soupira, comme s'il était ennuyé par la conversation. Sophie savait qui j'étais quand elle m'a épousée. Je n'ai jamais promis d'être le mari parfait. Elle a choisi de rester, malgré tout. C'était sa décision, pas la mienne. Est-ce que tu entends même ce que tu dis? Le poing de Lucie serré à ses côtés. Tu es dégoûtant, Marc. Absolument dégoûtant. Il sourit en coin. Pense ce que tu veux, Lucie. Au moins, maintenant, je suis libre. Libre de ses prières, de ses accusations, de ses larmes. Elle est partie, et je peux enfin vivre la vie que je veux. Avec cela, il ouvrit la porte et monta. La jeune femme l'attendait déjà à l'intérieur. Le moteur rugit, et en quelques secondes, la voiture disparut sur la route poussiéreuse, laissant un nuage de poussière derrière elle. Lucie resta là, tremblante de rage et de chagrin. L'audace, la cruauté, c'était trop à supporter. Elle regarda de nouveau le site de la tombe, où une poignée d'endeuillés s'attardaient encore, leur visage un mélange de pitié et de mépris. Je suis tellement désolée, Sophie, murmura Lucie, les larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolée. Mais au fond, elle savait que désolée ne serait jamais suffisant. Elle avait échoué envers son amie, et maintenant, elle ne pouvait que regarder alors que Marc s'éloignait, libre de vivre sa vie alors que Sophie reposait sous la terre, une tragique victime de l'amour, de la trahison et du désespoir. Dans les semaines suivant la mort de Sophie, Marc reprenait sa vie normale. Il étalait sa nouvelle relation, participant à des fêtes et à des événements d'affaires avec sa jeune petite amie à ses côtés. Les murmures sur la mort mystérieuse de Sophie persistaient, mais Marc n'en tenait pas compte. Il était libre maintenant, déchargé d'une femme qui avait exigé trop de lui. Mais dans les moments de calme, lorsqu'il était seul, Marc pensait parfois à Sophie. Il se souvenait de la façon dont elle l'avait regardé avec amour et espoir, de la manière dont elle s'était battue pour leur mariage même lorsqu'il lui avait donné toutes les raisons de partir. Pendant un bref moment, il ressentait une pointe de regret, mais elle était éphémère, rapidement enterrée sous son arrogance et son intérêt personnel. La malédiction de Marc l'avait protégé une fois de plus, mais elle était venue à un prix qu'il refusait de reconnaître. Mais au fond, dans les recoins tranquilles de son âme, Marc connaissait la vérité. C'était lui le maudit, non par les charmes des autres, mais par sa propre incapacité à aimer quelqu'un d'autre que lui-même. La nouvelle liberté de Marc était enivrante. Sophie était partie, son enterrement un souvenir qui s'estompait, et il avait avancé sans hésitation. Avec sa jeune et belle nouvelle partenaire, Escha, à son bras, Marc se délectait de la vie qu'il avait toujours voulu, des fêtes somptueuses, des vacances extravagantes, et une ligne d'indulgence débridée nourrissant ses jours. Les murmures et les regards de côté de la famille et des amis ne le dérangeaient pas, ils étaient des reliques d'une vie qu'il avait laissée derrière lui. Pendant des mois, Marc profitait de son style de vie hédoniste, convaincu que son charme et la malédiction protectrice transmise par sa grand-mère l'avaient rendu intouchable. Il était un homme qui avait trompé la mort et l'adversité, sa vie apparemment destinée au succès. Mais l'arrogance de Marc l'aveuglait à l'ombre qui avait commencé à planer sur son existence. Cela a commencé par des avertissements subtils. Son dernier accord d'affaires, un contrat d'importation à plusieurs millions de dollars, a échoué à la dernière minute. Puis vinrent les rêves étranges et récurrents. Des visions hantées de sa grand-mère, son visage rempli de tristesse et de désapprobation. Dans ses rêves, elle parlait en proverbes, avertissant Marc de son mode de vie et de son manque d'empathie humaine. Elle parlait d'un jour de jugement, mais Marc l'ignorait. 3 semaines plus tard, Escha a fait ses valises et a quitté la maison de Marc sans explication. Sans avertissement, ils cohabitaient depuis l'enterrement de Sophie, mais elle ne pouvait plus supporter les infidélités de Marc. Elle traitait différents types d'infections chaque semaine, elle suppliait Marc d'arrêter,
mais un léopard ne change jamais ses taches. Marc était insensible à ses larmes et à ses supplications. « Je suis Marc, et Marc n'est pas fait pour une seule femme, déclara-t-il. Escha réalisa ce que sa défunte femme avait subi et enduré pendant des années. Escha décida de partir avant de se retrouver 6 pieds sous terre. Une décision que Sophie avait eu trop peur de prendre. Après le départ d'Escha, Marc se réveilla un matin avec une étrange nouvelle, un incendie dans son entrepôt. Tous les efforts pour éteindre l'incendie se sont avérés vains. L'incendie a englouti l'entrepôt et a brûlé chaque chose jusqu'à ce que tout ce qui restait soit des cendres. Marc regardait son investissement, ses actifs, tout le travail de sa vie en flammes, et il était totalement impuissant. Le désespoir poussa Marc chez un spiritualiste dans un petit village à des kilomètres de sa ville. L'homme, Baba, était réputé pour sa sagesse et son pouvoir. Lorsque Marc arriva dans le complexe de Baba, il se retrouva face à face avec un vieil homme dont le regard perçant semblait voir à travers son âme. « Tu portes un lourd fardeau, dit le Baba. La malédiction qui t'a protégé pendant des années n'est plus un bouclier, elle est devenue une arme, et tu es sa prochaine cible. » Le cœur de Marc battait fort. « Je pensais que la malédiction n'affectait que ceux qui essayaient de me nuire, dit-il. » Baba secoua la tête. « Les malédictions ne sont pas statiques, elles évoluent, surtout lorsqu'elles sont alimentées par la cupidité et l'égoïsme. Le sacrifice de ta grand-mère était noble, mais il n'était jamais censé protéger un homme qui piétine les autres sans remords. La malédiction s'est retournée contre toi, Marc. Elle cherche un équilibre. » La voix de Marc tremblait. « Que puis-je faire pour l'arrêter ?» L'expression du spiritualiste s'assombrit. « Je souhaiterais qu'il y ait un moyen de sortir, jeune homme. Ton jour de jugement approche rapidement. Tu as battu le tambour, maintenant tu dois danser sur sa musique. » Marc quitta le complexe de Baba en se sentant impuissant et désespéré. Il se souvenait de Sophie. Il aurait souhaité l'avoir bien traitée. Il aurait souhaité avoir écouté ses supplications et ses pleurs. Maintenant, la seule personne qu'il aimait inconditionnellement était partie, et il était laissé seul pour affronter tous les problèmes de sa vie. Marc retourna chez lui avec les mots de Baba pesant lourdement sur lui, son esprit consumé par la peur grandissante de sa chute imminente. Escha l'avait quitté, il l'avait trompée, maltraitée et tenue pour acquise jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter sa présence. Ses entreprises échouaient, ses amis disparaissaient, et sa vie autrefois glamour se déroulait. Un jour, Marc reçut un appel de la banque. L'appel était pour lui rappeler le prêt qu'il avait contracté pour stimuler son entreprise. Il avait manqué le paiement de son prêt pendant des mois, et la banque était prête à prendre des mesures pour récupérer son argent. Malheureusement pour Marc, il avait utilisé sa maison comme garantie pour le prêt, et en raison de son incapacité à financer le prêt, il devrait céder la maison. Après l'appel, Marc se tenait au milieu de son salon, réalisant qu'il était un homme complètement fini. 2 semaines plus tard, les responsables de la banque ont fait irruption chez Marc après avoir essayé de l'appeler pendant des jours sans obtenir de réponse. Ils ont frappé à la porte, et il n'y a pas eu de réponse. Le gardien de sécurité informa les responsables de la banque qu'il n'avait pas vu son patron quitter la maison depuis 3 jours. Ils décidèrent de forcer la porte, et là, sur le sol, gisait Marc. Il s'était taillé les veines et avait saigné à mort. Quelques semaines plus tard, Marc était mis en terre à côté de la tombe de Sophie. L'égoïsme détruit tout sur son passage, laissant celui qui en est prisonnier seul face à sa propre ruine. À l'inverse, s'oublier soi-même par amour peut être tout aussi destructeur. Aimer ne doit jamais signifier sacrifier sa dignité ou son bonheur. Pour vivre en paix, il faut apprendre à équilibrer amour de soi et respect des autres. Si vous avez aimé l'histoire, laissez-nous un commentaire pour nous encourager. À bientôt dans ma prochaine histoire. Au revoir.